Adam Latif, Djobo Boukari, Aziz Goma et 11 autres personnes interpellées dans le cadre des manifestations organisées par la coalition des 14 partis politiques C14 en 2018 ont été condamnées à 10 ans de réclusion criminelle. 4 autres accusés, actuellement en cavale, ont été condamnés par contumace à 20 ans de réclusion criminelle. Le verdict est rendu le lundi 3 février par la cour d'assises. Ces opposants étaient accusés de complot contre la sûreté intérieure de l'État, groupement de malfaiteurs, troubles aggravés à l'ordre public et destruction volontaire. Ils avaient été arrêtés au moment des élections législatives de décembre 2018, moment marqué par un climat politique tendu. Selon le ministère public, un groupe d'opposants avait planifié des actions violentes afin d'empêcher les élections législatives de décembre 2018 et de déstabiliser les institutions de la République. L'enquête, selon le parquet, a mis en lumière l'existence d'un réseau d'activistes basés en Europe et militant sous la bannière du mouvement Tshobwe for Freedom, présenté comme un groupe cherchant à organiser une insurrection au Togo. L'exploitation de leur téléphone ayant confirmé le plan de déstabilisation. Mais lors de leurs auditions, tous les accusés avaient rejeté en bloc toutes les accusations. La défense compte porter l'affaire devant les juridictions. Elle estime que le jugement rendu par la cour d'assises est inique. Le Togo ne bénéficiera plus d'une aide financière venant des États-Unis d'Amérique. Le secrétaire d'État américain annonce la suspension temporaire de l'aide étrangère pour une période de 90 jours. Cette mesure concerne également tous les autres pays du continent, à part l'Égypte. Selon les autorités américaines, aucun fonds ne sera engagé ni renouvelé sans un examen approfondi et une validation conforme aux priorités stratégiques fixées par le président américain Donald Trump. Rappelons que les États-Unis sont le principal pourvoyeur d'aide humanitaire et au développement dans le pays. En fin 2024, le Togo, quant à lui, avait bénéficié de plusieurs appuis financiers des États-Unis pour les projets de développement. Il s'agit entre autres des aides qui couvrent des initiatives de résilience dans les régions de la Savane, Kara et Centrale, sans oublier des projets d'auto-assistance sur l'ensemble du territoire ou de renforcement de la démocratie. Le 20 janvier dernier, quelques heures après son investiture, le président américain Donald Trump a signé un décret suspendant l'aide internationale des États-Unis pour une durée de 90 jours. Seule l'aide alimentaire d'urgence et l'assistance militaire pour Israël et l'Égypte ont été épargnés par cette mesure. Cette décision, justifiée par la volonté de réévaluer les dépenses extérieures, suscite de vives inquiétudes, notamment en Afrique, où de nombreux programmes dépendent des financements américains. Parmi les secteurs les plus touchés figurent la santé, l'aide humanitaire et l'éducation. Plusieurs initiatives essentielles, comme la lutte contre le VIH-Sida ou l'accompagnement des populations vulnérables, risquent d'être compromises. Le Togo n'est pas en reste. L'impact de cette suspension pourrait se faire sentir dans le domaine de l'éducation avec l'arrêt temporaire du programme MAC Governoul. Mis en œuvre par Catholic Relief Services, ce programme, doté de 33 millions de dollars en 2023, vise à réduire la faim et à améliorer l'alphabétisation, l'enseignement primaire en particulier pour les filles, en fournissant des repas scolaires et une formation aux enseignants. Grâce à ces fonds, plus de 154 600 écoliers togolais bénéficieraient quotidiennement d'un repas, favorisant aussi leur maintien à l'école. L'interruption de ce financement pourrait compromettre ces acquis et fragiliser davantage la scolarisation en milieu rural. De plus, le programme Nourriture pour le Progrès, qui prévoit une aide de plus de 29 millions de dollars pour l'importation de denrées alimentaires, est également en suspens. Cette interruption va-t-elle conduire à une réévaluation des priorités gouvernementales dans le secteur éducatif? Quelle capacité le Togo a-t-il à financer ses programmes sociaux sans l'aide extérieure? La suspension de ces aides risque-t-elle d'aggraver les inégalités déjà présentes entre les zones urbaines et les zones rurales? En attendant des réponses, des milliers d'enfants risquent de voir leur avenir compromis. Les maladies tropicales négligées, MTN, constituent un réel problème de santé publique dans le monde, mais aussi au Togo. En effet, chaque année, des milliers d'enfants voient leur croissance et leur développement compromis par les MTN.
Il s'agit entre autres des géohelminthiases, des schistosomiases, des envenimations par morsure de serpents, de la lèpre, de l'ulcère de Buruli, du pian, etc. Des maladies relativement anciennes qui sévissent principalement dans les milieux à faible revenu et ayant des conséquences graves sur la population. Dans sa lutte contre les MTN, le Togo a éliminé la transmission du ver de Guinée en 2011, éradiqué la filariose lymphatique en 2017 et la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil en 2020, faisant de lui le premier pays au monde à avoir éliminé 4 maladies tropicales négligées. Le Togo compte éliminer 4 autres d'ici 2030. Il s'agit notamment de l'onchocercose, de la lèpre, du pian et de la schistosomiase. En effet, les maladies tropicales négligées MTN menacent plus d'1,7 milliard de personnes vivant dans les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées du monde. Ces maladies invalident et défigurent des victimes, les privant non seulement de leur santé mais aussi de leur chance de rester à l'école, de gagner leur vie ou même d'être acceptées par leur famille ou leur communauté. Nombreuses d'entre elles sont traumatisées par des organismes qui dispersent des infections comme la mouche et ont des conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement tient à intensifier ses actions en poursuivant la distribution massive de médicaments, en organisant des campagnes de sensibilisation et en instaurant des consultations mobiles pour un dépistage précoce. Mwadjouma est une survivante du chaos de Goma. Lundi dernier, le 27 janvier, dans son quartier, cette jeune fille de 25 ans a réchappé de justesse à ses bourreaux. Des hommes en armes, en tenue militaire, qui passaient de maison en maison pour piller et tuer. Quand je les ai vus, j'ai frissonné de peur. J'ai uriné sur moi parce qu'ils me pointaient des armes dessus. J'ai donné tout ce que j'avais. Ils prenaient les choses de la maison et ils frappaient sur les murs. Bam! J'ai tout donné. Ils m'ont enlevé mes habits, mais l'un d'entre eux a dit « Habille-toi, on a eu ce qu'on voulait ». Les garçons de la parcelle ont voulu discuter avec eux et ils se sont fait tirer dans les jambes. Devant chez elle, un pasteur a été exécuté. Elle en fait encore des cauchemars, mais elle a gardé sa veste souillée pour témoigner. En voulant me faire peur, ils ont tiré les balles vers le sol et cela a transpercé mes habits. Je les ai gardés parce que moi, je suis de Kinshasa et pas de Goma. Je n'ai jamais connu la guerre. Grâce à cela, je vais pouvoir le raconter. Les cas recensés de violences faites aux femmes augmentent jour après jour à Goma. Signalement par l'ONU, après une évasion massive de détenus, recensement de viols dans les hôpitaux, les femmes ont été des cibles. Dans cet hôpital, justement, il existe un service spécialisé, dirigé par le docteur Bichenge. Un lieu transformé en hôpital de fortune. Des tentes ont été montées dans les jardins pour accueillir des centaines de blessés par balle, beaucoup de femmes aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, 16 cas de viol. Au total, nous avons enregistré 16 cas de violences sexuelles. Donc dans une seule journée, on avait enregistré 5 cas qui étaient arrivés. Et les 11 qui sont arrivés dans une autre journée. Ce sont des chiffres très élevés. Pour nous, pendant 7 jours, ce sont des chiffres très élevés. Et ces chiffres vont encore augmenter, nous racontent les spécialistes ici, car les victimes ont peur de venir se soigner. Alors que le M23 gagne du terrain dans le sud Kivu après la chute de Goma, les rebelles ont décrété un cessez-le-feu à compter du 3 février en réponse à la crise humanitaire. Si certains habitants semblent être soulagés par cette décision, d'autres expriment leurs doutes sur la sincérité de cette démarche. Là, on est fatigué, vraiment on est fatigué. On est très fatigué. Parce que si vous voyez même les victimes, il y a beaucoup de victimes collatérales, des victimes de guerre. Vraiment, la question là de cesser les faits, on en doute fort. Ce cessez-le-feu décrété par le M23 est très important pour nous, la population de Goma. Cela va permettre la reprise des activités. Dans la ville, il n'y aura plus de tueries, tout le monde reprendra sa vie normale, d'où l'importance de cette trêve. On a regretté qu'on a cessé le feu,
Nous regrettons de voir que malgré le cessez-le-feu, la guerre continue et que les gens continuent de souffrir et de fuir. Nous ne voyons pas la paix malgré l'annonce de ce cessez-le-feu. Au lendemain du premier jour de la trêve, le M23 a lancé une nouvelle offensive dans l'est du pays et s'est emparé d'une cité minière dans la province du Sud Kivu, reprenant sa progression vers Bukavu. Ce petit quartier collé à la base militaire d'Adjikosé vivait au rythme des décollages d'avions de chasse français. Conséquence, le bruit et les fortes vibrations des avions ont laissé ici des traces. Ma maison est comme ça, avec des fissures partout. C'est à cause des vibrations causées par les décollages des avions. Le bruit nous empêchait de dormir, mais surtout toutes les maisons ici sont comme ça, cassées et remplies de fissures. Et maintenant, il n'y aura plus les fissures des maisons. Ça, c'est déjà un atout. Il n'y aura plus de fissures des maisons et les bruits sonores, il n'y en aura plus intense comme avant. Parce que constamment, quand il y avait les avions de chasse, il y avait trop de bruit, trop de bruit. Si le voisinage se réjouit de la fin des nuisances sonores, quelques habitants de la capitale se disent affectés par le départ des militaires français. Zakaria est l'un des chauffeurs de moto-taxi postés à quelques mètres de l'entrée de la base. Sa clientèle était jusque-là principalement des patients venus se soigner à l'hôpital militaire français, désormais fermé. Depuis la fermeture de l'hôpital, on n'a plus ces clients qui venaient de loin. Donc c'est devenu difficile de travailler et d'avoir une entrée d'argent. Que Dieu nous aide. Une centaine d'artisans sont eux aussi touchés par la fermeture de la base d'Adjikosé. Madeleine en fait partie avec une coopérative artisanale qui compte une trentaine d'employés. On appelle ça la peinture du pastel. Les dessins là sont dessinés dans les grottes. On a fait filmer ça et puis on reproduit sur nos tissus là. On brode ça. Pendant plus de 20 ans, Madeleine allait vendre sa marchandise 2 fois par semaine au marché artisanal installé au sein même de la base militaire. Il y aura quand même un manque à gagner. Parce que la vente ne sera pas comme avant. Samedi, on devrait être là-bas. Et jusqu'à le soir, on va avoir quelques marchés. Mais aujourd'hui, depuis le matin, il n'y a rien ici. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que l'État va nous proposer comme alternative. À l'intérieur de la base, les ventes pouvaient générer jusqu'à 300 000 francs par jour à la coopérative. Les expulsions annoncées par le président Donald Trump ont fait leur première victime. Un groupe de 25 Haïtiens, dont d'anciens détenus, ont été débarqués à l'aéroport du Cap-Haïtien mardi. Certains dont les demandes d'asile ont été refusées figurent parmi les déportés. Sur place, ils ont été pris en charge par l'Office national de l'immigration. Comment suis-je arrivé en Haïti? J'étais sur le chemin du travail. Les agents de l'immigration m'ont demandé de venir les voir parce qu'on a un nouveau président et qu'il fallait des papiers. J'ai répondu par l'affirmative. J'habitais en Alaska, je n'habitais pas à Miami. Alors je suis allé à leur bureau. J'ai vu les menottes. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer dans mon pays. L'avion vient d'atterrir et je suis rentré chez moi. Dans la foulée, les États-Unis ont suspendu le financement de la force multinationale d'appui à la sécurité d'Haïti sous l'égide de l'ONU et portée par le Kenya. Plus de 13,3 millions de dollars affectés à la MMAS se retrouvent gelés alors qu'un contingent de 70 policiers salvadoriens est arrivé à Port-au-Prince mardi. Deux semaines après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le président américain a déclaré ce mardi, lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, son intention de prendre le contrôle de la bande de Gaza afin de la déminer, d'aplanir la zone et de la reconstruire. Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous ferons un travail remarquable. Nous serons responsables du démantèlement de toutes les bombes non explosées et autres
d'autres armes sur le site. Nous nivellerons le site et nous débarrasserons des bâtiments détruits. Nous l'aplanirons, nous créerons un développement économique qui fournira un nombre illimité d'emplois et de logements pour les habitants de la région. Sami Abouzouri, porte-parole du Hamas, a qualifié ces déclarations de ridicules et absurdes, mettant en garde contre le risque de déstabilisation du Moyen-Orient si les États-Unis intervenaient dans la bande de Gaza. Le président américain a déjà provoqué une vive indignation en suggérant de faire tout simplement le ménage dans la bande de Gaza et de transférer ses habitants vers des zones plus sûres telles que l'Égypte ou la Jordanie. Ces pays ont fermement rejeté cette idée. Cette suggestion ajoute Gaza à la liste croissante des territoires que Donald Trump a exprimé le souhait de contrôler aux côtés du Groenland, du Canada et du canal de Panama. Pour Donald Trump, l'objectif à long terme est de transformer Gaza en la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Scandalisés et choqués, les Palestiniens ont fermement rejeté le discours du président américain Donald Trump, suggérant qu'il pourrait être réinstallé de manière permanente ailleurs et que les États-Unis pourraient prendre le contrôle du territoire dévasté par la guerre. C'est aux côtés du Premier ministre israélien à la Maison-Blanche mardi que Donald Trump a fait cette déclaration, annonçant son souhait de faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Les propos de Trump sont insensés. Nous avons vécu la guerre pendant 1 an et 4 mois et voilà qu'il vient nous dire que nous devons quitter notre terre. C'est notre terre et celle de nos ancêtres. Il est difficile de la quitter ou de la faire peupler par un autre peuple. Cela n'arrivera pas. Nous ne quitterons pas notre terre ni notre pays. Trump envisage de construire de nouvelles colonies pour les Palestiniens en dehors de la bande de Gaza et veut faire en sorte que les États-Unis s'approprient le réaménagement du territoire. Nous ne quitterons pas notre patrie. Cette terre est la nôtre et ce sont eux qui devraient partir. Nous rejetons les décisions de Trump et celles de ses assistants et partisans qui poussent au déplacement. Pourquoi nous forcer à nous déplacer? Nous restons ici, même si c'est pour vivre sur les décombres de nos maisons. C'est mieux que de vivre dans l'humiliation ailleurs. Pendant 1 an et demi, nous avons été massacrés, bombardés et détruits. Nous n'avons pas vécu tout ça pour ensuite partir. L'Égypte, la Jordanie et d'autres alliés des États-Unis au Moyen-Orient ont déjà rejeté l'idée de déplacer plus de 2 millions de Palestiniens de Gaza vers d'autres régions.